Les pouvoirs au Moyen-Âge. Première partie, le roi dans la société féodale. Au Moyen-Âge, la catégorie de la population qui dispose du pouvoir est appelée l'aristocratie, c'est-à-dire le groupe de personnes constituant une minorité, mais une minorité importante par les privilèges, la fortune et certaines qualités propres qui la distinguent du reste de la population. La société médiévale repose sur des liens d'homme à homme. Le seigneur reçoit un territoire, appelé fief, d'un autre seigneur, le suzerain, dont il devient le vassal. Le suzerain et son vassal ont une relation personnelle. Le suzerain doit protéger son vassal et lui conserver son fief, sauf en cas de faute grave. Le vassal doit l'auxilium, l'aide et le conseil, à son seigneur, c'est-à-dire qu'il doit l'aider à rendre la justice, il doit l'accompagner au combat, il doit éventuellement lui prêter de l'argent si la fille du seigneur se marie ou si le seigneur a besoin d'une rançon. Il s'agit donc pour le suzerain de recevoir la fidélité de son vassal. Le suzerain et son vassal sont liés par la cérémonie de l'hommage où ils échangent leurs engagements réciproques en jurant fidélité sur la Bible ou sur des reliques, c'est-à-dire les parties du corps d'un saint ou un objet lui ayant appartenu. Le roi de France est placé au sommet de la pyramide vassalique. Il est suzerain des grands seigneurs et ne doit hommage à personne. Le sacre, à Reims, fait du roi un personnage à part, représentant de Dieu sur terre. Depuis 987, date à laquelle Hugues Capet est devenu roi de France après la mort du dernier roi carolingien, ce sont les Capétiens, c'est-à-dire Hugues Capet et ses descendants, qui forment donc une nouvelle dynastie, qui dirigent la monarchie française. Les premiers rois capétiens n'exercent pas directement leur pouvoir sur tout le royaume. Ce royaume de France est morcelé, divisé en de nombreux territoires dirigés par des grands seigneurs, des comtes, des ducs, sur lesquels le roi a très peu d'autorité. Son autorité réelle se limite au domaine royal, très peu étendu autour de l'Île-de-France. Deuxième partie, le renforcement progressif de l'autorité du roi. À partir de la fin du XIIe siècle, les rois capétiens parviennent à agrandir le domaine royal. Par des conquêtes, c'est le cas des victoires de Philippe Auguste qui lui permettent de prendre la Normandie au roi d'Angleterre en 1204, mais également par des confiscations de fiefs, Philippe Auguste à nouveau après la bataille de Bouvines en 1214, ou bien encore par des mariages. Les rois créent une administration avec des officiers chargés de les aider à gouverner. Philippe Auguste fait de Paris la capitale du royaume. Le roi nomme des baillis et des sénéchaux chargés de rendre la justice en son nom. Cette reprise en main augmente les ressources économiques de la monarchie et renforce le pouvoir royal. Certains rois accentuent leur pouvoir par leur action. C'est le cas de Louis IX, qui devient Saint-Louis après sa mort. Sa sainteté donne davantage de prestige à la dynastie qui s'appuie aussi sur des symboles comme la fleur de lys. Le roi d'Angleterre, qui possède des fiefs en France, pour lesquels il est vassal du roi de France, revendique le trône après la mort sans enfant de Charles IV le Bel. La guerre de Cent Ans débute en 1337 et dure jusqu'en 1453. Le pouvoir du roi de France est alors très contesté, mais au-delà des épreuves, la fidélité à la dynastie capétienne s'accompagne de l'émergence progressive d'un sentiment national, c'est-à-dire le sentiment pour les Français d'avoir un destin commun. Le roi impose ses ordonnances et sa monnaie dans le royaume. Une armée professionnelle est formée qui remplace les armées fournies par les vassaux du roi. Et pour entretenir cette armée et l'administration, le roi lève des taxes et à partir du XIVe siècle, un impôt régulier qu'on appelle la taille. À la fin du XVe siècle, Louis XI étend encore le domaine royal. La France est alors devenue une grande puissance en Europe.